Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, tu vois, je me disais que Hmm. j'étais un peu quelque part où je rejoignais un petit peu Monsieur Soros sur Qui ça, le Monsieur Soros. Tu vois qui c'est Monsieur Soros? Non, je vois pas. Open Society. Oh non, pas encore ça. Ah bah, écoute, il a dit quand même quelque chose d'intéressant, qu'il aimait la transparence, au niveau des Ouais. sociétés d'extraction pétrolière. Non, bon, ça Ouais. c'est autre chose. Est-ce que ce serait. Mais ce terme transparence, Ouais, ça m'interpellait. est-ce que ce serait pas, comment dire, un lapsus? Ah, peut-être ça va révéler quelque chose, hein. Un lapsus révélateur de quelque chose? Ah, peut-être. C'est possible, c'est C'est possible. possible. Et oui, donc de Soros, est-ce que, éventuellement, puisqu'il y a effectivement un certain personnage Oui, absolument. qui fait. En tout cas, il passe quasiment inaperçu. Quasiment, oui, tout Quasiment à fait. inaperçu, il passe pas trop dans les médias, et pourtant, ce personnage, en fait, eh ben, il a une influence certaine, me Ah oui, semble-t-il. ah oui. C'est ce monsieur qui s'appelle William Bourdon. Voilà, Monsieur William Bourdon. Voilà. Alors, j'avais rencontré Monsieur Plaquevin qui nous avait aiguillé Mhm. sur Monsieur Bourdon en nous Ouais. disant intéressez-vous à lui. Ouais, ouais, C'est ouais. assez intéressant et effectivement, Oui, oui, oui. c'est quand Oui, même pas parce que mal. les personnages comment dirais-je, les plus médiatiques, c'est Attali, c'est Minck. Oui, Mais William Bourdon, bon, pas plus que pas ça, plus que ça. alors que Ah, au niveau ouais, du sociétal, c'est pas mal. c'est pas mal. Ah oui. Alors, donc, déjà pour s'intéresser à William Bourdon, bon, il comment dirais-je, faut revenir un peu à la source. Mhm, Et à la source, dans le sens où qui a fait un gros travail de ce qu'on appelle un débunkage. mhm. C'est un Ah oui. journaliste d'investigation, comme il en existait encore, il y a quelques années, feu Monsieur Pierre Péan. Ah oui, alors. Hop. Et Monsieur Pierre Péan donc, a commis de nombreux ouvrages, et notamment un ouvrage qui s'appelle Carnage, qui est Mhm. sorti en 2010. Et il y a un sous-titre, donc Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Qui est un sacré pavé. 600 pages. Oui. Alors nous concédons, nous n'avons pas lu ces 600 pages. Non. Nous avons lu les passages qui nous intéressaient, à savoir sur William Bourdon et son influence, notamment, en tout cas c'était l'objet de son livre, sur l'influence en Afrique, Oui, tout à fait. via des ONG. Et donc ce qu'on peut dire par exemple, c'est que les ONG telles que Survie, telles Mhm. que Sherpa et Transparency International, et en fait ont eu une grosse influence concernant la déstabilisation en fait de certains pays d'Afrique. Tout à fait. Donc je vais vous montrer une petite vidéo de Monsieur Péan. Oui, oui, oui. Alors là, c'est juste au moment où il faisait un peu sa promo, entre guillemets, par rapport à la sortie de son livre. Mhm. Et là, en l'occurrence, là, c'est sur le Rwanda. Et donc, sur le Rwanda, donc là, déjà, il dévoile quand même pas mal de choses. Oui, notamment la désinformation qui a eu lieu dans les Oui, médias français par rapport à toute cette affaire. oui. Donc pour lui, c'était une guerre civile. Hmm, Il n'y avait pas de bons ou de méchants. hmm. C'était une guerre civile où il y avait du carnage, quoi. Oui, et d'autant plus que cette guerre civile, selon lui, selon ce qu'il a pu recueillir comme information, instrumentalisée. Instrumentalisé, tout à fait. Et donc, il va exposer Hmm, dans cette hmm, interview les États qui ont instrumentalisé hmm, finalement cette guerre hmm, civile. hmm, hmm. Alors, ce que montre cette affaire du Rwanda, et vous l'expliquez très bien, et c'est pour ça que ce livre, c'est pas un livre sur uniquement le Rwanda, c'est vraiment un livre sur l'influence en fait des grandes puissances en Afrique et en particulier des États-Unis. Vous dites il y a un choc bien réel entre la France et les États-Unis, pourtant officiellement les meilleurs alliés du monde. Et ce qui est passionnant, on lit vraiment votre bouquin comme un polar ou plutôt comme un roman d'espionnage parce que entre la DGS, la CIA, enfin, je veux dire, il y a
les choses derrière la Voilà, version pour essayer de officielle. comprendre ces tragédies, celle d'abord du Rwanda, puis celle du Congo, j'ai essayé d'élargir pour comprendre. Mhm. Et donc, j'arrive d'abord sur le rôle des États-Unis, et puis après, je m'aperçois que la Grande-Bretagne, elle joue un rôle important, et un acteur que j'avais complètement... Israël, je le réintègre dans le jeu. Parce que on présentait ça généralement comme des luttes tribales, ce qui s'était passé. Moi, je dis qu'il y a aussi, ça existe, ça, mais il y a des manipulations qui sont faites par des grandes puissances qui ne veulent pas intervenir directement, mais qui font en sorte de servir des uns des autres, soit pour reconquérir une influence, soit pour des raisons économiques. Ça, c'est intéressant. Mm. Il dit qu'il y a des États qui sont intervenus en Afrique, mais par le biais finalement d'ONG. C'est Oui. ça qu'il dit. Oui. En fait, ils interviennent plus directement, Voilà. mais ils passent par des ONG. Pour manipuler les sociétés civiles. Oui. Donc créer des contre-oppositions, des contre-révolutions finalement. Alors à l'époque, donc là, ce qui fait référence c'est Rwanda, donc c'est en 1994, Mhm. et donc c'était via notamment l'ONG Survie. Oui, tout à fait. L'ONG Survie, donc d'un certain Verschave, Mhm. François-Xavier Verschave, Oui, qui a mis le pied à l'étrier, quelque part, à William Bourdon. d'accord. Donc il a intronisé finalement dans le monde de l'ONG. Oui, et en même temps, William Bourdon, parce que c'est de part et d'autre, s'est servi de l'idéologie Ah, de Survie, donc il s'est accolé à lui, et en fait, pour ensuite créer sa propre ONG, qui va s'appeler Sherpa, en 2002. ah oui, parce qu'il avait vraiment compris le poids Oui. de l'ONG Oui. sur les sociétés civiles. Oui. D'accord. Donc il crée Sherpa en 2002. Oui. Et il est affilié, je crois, à une autre ONG également. Oui, Transparency International, Il est d'ailleurs l'avocat, conseil. de Transparency International France. Voilà, d'accord. Donc après, que dire par rapport à ces deux ONG? On peut montrer déjà l'influence qu'elles ont eue en Afrique. Oui, parce qu'à la suite du Rwanda et William Bourdon qui commence à s'intéresser via ce qui s'est passé donc au Rwanda, via l'ONG Survie, il crée sa propre ONG Sherpa en 2002, et après ça va s'accélérer. Entre Sherpa, Transparency International, toutes les deux vont intenter, donc je crois que tu as quelques documents là-dessus. Absolument. Donc on s'aperçoit qu'en 2007, l'association Sherpa dépose une plainte contre 5 chefs d'État africains par rapport à des détournements, à des recels de biens immobiliers de luxe et des détentions d'avoirs bancaires auprès de banques françaises ou de banques étrangères ayant des activités en France. Donc là, il y a une première enquête qui est ouverte par le parquet de Paris en juin 2007, et cette affaire est classée sans suite. On s'aperçoit que en décembre 2008, Transparency International France dépose une nouvelle plainte contre 3 chefs d'État africains. Donc là c'est directement William Bourdon puisque c'est l'avocat. Absolument. Pour recel de détournement de fonds publics. Voilà, et l'affaire va s'appeler l'affaire des biens mal acquis. Tout à fait. Voilà. Donc cette affaire, je dirais que jusqu'en 2009, il y a eu des rebondissements. Les chefs d'État ont porté plainte à leur tour contre Transparency International France et Sherpa, dans le sens où il n'y avait pas dans leur statut, finalement, c'était quelque part, comment dire, leur statut ne prévoyait pas de pouvoir porter plainte contre des chefs d'État, en fait. Oui. Tu vois ? Oui, ils n'étaient pas habilités. Ils n'étaient pas habilités, Ouais, ils se sont octroyés un droit qui n'était pas le leur. Ouais. Ils ont tenté. Ils ont tenté. Donc, moult rebondissements pour arriver, je vous passe les détails, en 2009, mai 2009, le Sénat français vote en première lecture une proposition de loi. En mai 2019. En mai 2019, donc Ouais. c'est très récent. C'est très récent. Voilà. Et cette proposition de loi prévoit la création d'un fonds
destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers et immobiliers des personnes politiques étrangères condamnées en France. C'est très fort. C'est très fort. Absolument. Ouais. C'est magnifique. C'est unique. C'est unique. Ça m'a fait halluciner ça quand même, tu vois. On peut peut-être juste rebondir, peut-être en passant le court extrait de l'avocate qui représente les intérêts de la présidence du Congo, je crois. Du Gabon peut-être, je ne sais plus. Alors j'essaye de le caler. Tac. Juste un mot encore. Est-ce que Paul Wolfowitz, l'ancien patron de la Banque mondiale, est-ce que le directeur du FMI sont à ma solde? Est-ce que ce sont des gauchistes imbéciles alors qu'ils n'ont cessé de stigmatiser? C'est pas moi qui l'ai écrit, madame. Relisez les rapports de la Banque mondiale et de la du FMI qui, bien avant Transparency International, bien avant Sherpa, ont dénoncé, stigmatisé, documenté le pillage systématique des ressources publiques nationales auxquelles se livre nuit et jour votre client. Alors je réponds. En premier lieu, je reviens d'abord à ce qu'a dit Paul Wolfowitz. Bon, on sait aussi qu'il a eu quelques problèmes, donc je ne parlerai pas de ça, on va m'attaquer, ensuite on va dire que j'ai diffamé. Mais ce n'est pas ça. Il a critiqué quoi surtout? À un moment, une note de tel du président Sassou, puisque vous en parlez. Voilà, qui était comme tous les chefs d'État. Oh, pardon, je ne dis rien. On ne s'est jamais penché sur les notes d'hôtel de notre président ou d'autres présidents. Je voudrais savoir pourquoi vous avez ce président africain, enfin et les autres, dans le collimateur. Pour quelle raison? Alors, d'ailleurs, j'en viens, je fais une parenthèse. Enfin, le FMI a dit bien plus que ça. Il a évalué le montant des sommes détournées du pétrole à un montant de l'ordre de 250 millions de dollars. Donc parlons des 250 millions de dollars, madame, c'est beaucoup plus intéressant. Alors là, je crois que vous en êtes encore à l'antéchrist. Moi, j'y étais il y a environ un mois. Et il y avait précisément un rapport du FMI qui a été rendu à ce moment-là. Le rapport du FMI a dit à ce moment-là que la croissance du pays était suffisante et que le FMI, si vous voulez, je vous le montrerai ce rapport, il est à votre disposition, que la croissance du pays était suffisante et telle que le FMI se proposait d'être un partenaire pour que le Congo devienne un pays émergent. Vous savez ce que c'est qu'un pays émergent. Donc je pense que ce satisfecit du FMI et de ce rapport officiel du FMI devrait vous suffire sans que vous remontiez à des périodes qui sont dans une jeune démocratie en avance. Pour quelle raison? Vous ne connaissez pas Brazzaville, vous ne savez pas ce qui s'y passe. Quant à vos officines, mais à ce moment-là, je vous trouve des opposants partout en France. Il y a combien d'opposants? Au moins 50%, au moins 40%. Moi, j'ai d'autres rapports aussi. J'ai également des Congolais qui sont là-bas et qui me disent, d'abord, première chose, qui nous disent maintenant la France, ça suffit. Pourquoi nous attaquez-vous comme ça? Quand j'y étais, il y avait des bannières partout en disant ne touchez pas à mon président. Le peuple congolais est derrière son président. Et je dois vous dire, quand je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez les nouveaux shérifs, que vous ne pouvez pas vous substituer à la société civile là-bas qui est quoi? Le corps électoral. Il a élu le président. Très rapidement. Il ne s'agit pas de se substituer à la société civile. La société civile congolaise à Brazzaville, j'ai été plusieurs fois madame. J'ai défendu les opposants. Madame, je ne suis pas là pour subir un interrogatoire de votre part, surtout pas de votre part. Donc la société civile, on sait donc qu'elle est au Congo. Bruno Sébic était un ami qui voulait rejoindre la plainte. Bien mal acquis, si vous préférez, bien détourné, bien volé. On peut dire bien détourné, bien volé. Cet homme a péri avec ses deux filles dans un incendie criminel au moment où il a dénoncé le fait que votre client recourait contre l'avis du FMI, c'était il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, à des mécanismes de préfinancement qui sont autant de véhicules d'évaporation d'un certain nombre de deniers publics. La réalité, elle est très simple. Elle est cauchemardesque aujourd'hui pour le peuple congolais, en raison du fait, mais pas simplement, en raison du fait que Denis Sassou Nguesso, en dépit des apparences, continue une politique de pillage systématique des ressources publiques de son pays. Madame Bérard-Dupré, un mot, c'est pour conclure quelques secondes. D'abord, quand vous dites bien, pardonnez-moi, mais je pense qu'il y a vraiment ou une très grande mauvaise foi, ou le fait que vous instrumentalisez tout le monde, ou que vous êtes vous-même instrumentalisé, je me pose la question. Qui est derrière tout cela? Je pense que la charité, mais qui est derrière? Et je me demande véritablement si on ne cherche, je me demande spécialement si on ne cherche pas à discréditer la France, ce que l'on arrive à faire pour arriver à faire venir d'autres puissances. Moi, je pense que l'image de la France, elle est rehaussée par ces procédures. Je pense que l'image de la France, elle est valorisée par le fait qu'il y ait des juges qui enquêtent, vient faire contraste et vient faire rupture avec un regard de mépris et paternaliste sur l'Afrique que vous incarnez.
Alors, est-ce que vous avez entendu ce qu'elle dit, cette dame? Donc, elle dit déjà qu'il y a des intérêts autour du pétrole. Et, dans un second temps, elle dit, mais qui vous instrumentalise? Ça, c'est super intéressant, parce que finalement, elle revient sur les propos de Pierre Péan. Oui. Bah, à mon sens, elle le sait. Oui. Sauf qu'elle ne peut pas le dire, parce que sinon, elle serait traînée en justice pour diffamation. Oui. D'ailleurs, à un moment donné, elle se retient, parce qu'elle ne veut pas trop en dire, parce qu'effectivement... d'ailleurs, juste une petite aparté, Pierre Péan, à la suite donc, de son livre, a été traîné en justice par SOS Racisme. SOS Racisme, dont l'avocat est William Bourdon. Oui, tout à fait. Dont ils ont perdu, bien évidemment. Ouais. Mais il a quand même été traîné en justice, traîné dans la boue, parce qu'effectivement, bah, lui, il ne rentrait pas dans la version officielle, notamment par rapport au Rwanda, et en plus, il dénonçait toutes les ONG et, qui avaient fricoté là-bas, quoi. Qui avaient fricoté là-bas, et en plus, ces ONG, notamment, alors, déjà, il les pointait, mais en plus, il disait, ils ne travaillent pas pour les intérêts de la France, ils travaillent contre les intérêts de la France. D'où le fait que la dame dise vous discréditez les intérêts de la France. Voilà, en fait. Il y a un discrédit porté sur les intérêts de la France. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un avocat international, dont je ne citerai pas le nom, qui avait le même discours qu'elle, et qui nous disait, mais derrière ce monsieur, il y a la CIA. Oui. Donc il nous le disait en off, tu vois. Donc... bon, je me dis, c'est un secret de polichinelle, en fait, dans le milieu de la magistrature, hein, ils le savent très bien. Oui, sauf qu'ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Et d'ailleurs, il y a un certain... alors, je ne sais plus comment il s'appelle, un certain William Lee aussi, qu'on voit, que j'ai vu passer, qui effectivement, lui, est directement lié à la CIA. Alors, je vais essayer de retrouver. Et par contre, il y a eu en 2017 un dépôt de plainte, donc via la Guinée équatoriale, contre l'ONG Transparency International. Oui. Il y a eu 16 mandats d'arrêt lancés contre Maître Bourdon. Oui, tout à fait. Je sais pas si alors, c'est une affaire qui est dévoilée par Luc Michel. Oui, qui est d'origine belge. Qui a fait vraiment un très bon travail par rapport à ça. Donc, il y a 16 mandats d'arrêt lancés à Malabo contre Maître Bourdon et compagnie. Et alors, bon, ce qu'il dit, c'est assez intéressant. Dans cette interview, il dit que le procès dit des biens mal acquis, donc BMA, est un procès soi-disant contre les dirigeants corrompus de l'Afrique. Alors, il pose la question, comment se fait-il que Transparency International et la France soient actuellement dans le collimateur de la justice équato-guinéenne? C'est au moment où il y avait eu, tu sais, la contre-plainte contre justement la Transparency International. Oui. Alors j'ai retrouvé donc le fameux William Lee. Alors en fait, là ça fait le lien avec William Bourdon, parce qu'en fait, dans le livre donc, de M. Pierre Péan, donc Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, il nous apprend qu'en fait cet avocat, il va mener deux actions en fait. D'un côté donc le pénaliste, et de l'autre côté le défenseur des droits de l'homme. Ah voilà. Donc il y a deux actions de son côté. Et en fait donc, alors on apprend dans son livre que en fait donc il a pu défendre donc le fils du colonel Kadhafi, certain Hannibal, Moussa Koussa, qui était donc chef des renseignements extérieurs libyens, Loïc Le Floch-Prigent, symbole donc d'une France-Afrique qu'il condamne. Là je suis en train de lire un passage de son livre, ou un certain William Lee. Oui. Alors William Lee qui passait pour un agent américain et qui figure un temps sur la liste des agents de la CIA expulsés par Charles Pasqua. Ah d'accord. Tout en étant l'homme clé de la Fédération internationale des droits de l'homme, que nous verrons tout à l'heure. Au niveau des financements. Ouais. Donc la FIDH, donc la Fédération internationale des droits de l'homme, donc là c'était en 1994 à 2000. Il assurait donc des fonctions de secrétaire général adjoint, puis de secrétaire général. Oui, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et voilà, donc là nous sommes en 2017, et alors nous allons peut-être faire un petit bond dans le temps, de se rapprocher un peu du temps présent,
Parce que là, nous avons posé l'historique, mais peut-être avant, peut-être amener des choses, on va dire, au niveau du tangible et du factuel, c'est-à-dire au niveau des financements. Absolument. Donc à savoir, principalement, Sherpa, alors, qui est donc l'ONG créée par Maître William Bourdon. Alors sur le site de l'association Sherpa, donc je ne vais pas le chercher en même temps sur des sites annexes, c'est vraiment le site de l'association. Ah oui, de toute façon, c'est aller directement à la source. À la source, donc sur le site de Sherpa, il y a marqué « Sherpa fonctionne essentiellement grâce aux subventions de fondations privées, françaises et étrangères. L'association est notamment activement soutenue par la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, la Fondation Égalité des chances en Afrique, ainsi que par l'Open Society Foundation. » Bon, là, je crois que voilà. Ah, là, on a un lien direct avec Soros. Oui, alors merci à Sherpa. En même temps, ce qui est formidable avec ce genre d'association, c'est qu'ils sont tenus Et oui, de publier les rentrées d'argent. Les rentrées d'argent. Ouais. Donc, ils sont... Là, en même temps, on n'a même pas besoin d'aller sur leur compte financier, le revenu, tout est indiqué. Tout est indiqué. Donc ça, à partir de là, Open Society. Open Society, donc il y a Soros derrière qui intervient. Voilà. Ok, bon, là pour le coup on est dans la transparence. Hein. Ah nickel. Alors, Sherpa est une ONG française de référence, hein, via son président William Bourdon, probablement un homme à Soros. Dixit Pierre Péan. Voilà, donc on y revient. Si l'Open Society finance Sherpa, les liens entre les deux ONG sont plus étroits. Nombre de partenaires de celle-ci sont liés à l'Open Society. Donc là, dans cet article, est détaillé vraiment toutes les personnes qui ont côtoyé de près ou de loin, en tout cas, l'Open Society, et on s'aperçoit que pratiquement toutes les ONG sont liées à l'Open Society. Pratiquement toutes. Il y en a peut-être une qui résiste, entre guillemets, mais elles sont... Bon, Charles-Léopold Meyer revient très très souvent. Ouais. Alors, Charles-Léopold Meyer... Tac, la voici. Voilà, donc là il y en a 3. Donc il nous parle de Edge Founder Alliance, de l'European Foundation Center et Ariadne. En même temps, j'ai trouvé intéressant, les éditions Charles-Léopold Meyer soutiennent le municipalisme, tu sais, la charte de Rojava qui a été instaurée en Syrie. Oui. Aïe. Oui. Ah là, j'ai été fortement déçu. Hein. Allez, attention au municipalisme libertaire, n'est-ce pas ? Attention danger. Donc, ces 3 fondations là aussi sont liées aussi. Oui, alors pour la Edge Foundation, c'est plutôt au niveau de leurs fondateurs. Oui, qui ont tous des liens avec l'Open Society. Oui. L'EFC, je crois qu'on peut cliquer dessus et puis il y a de toute façon leur financement direct. Je crois qu'on avait trouvé ça directement. Dans Membership, je crois. Oui, sans doute. Hop, donc là on a toute la liste des membres. Et qui on retrouve Open Estonia Foundation, Open Society Foundation. Voilà. Bon, encore une fois on y est quoi. Et idem pour Ariadne. Alors là, je crois que c'était sur Supporter. Oh, voilà. Open Society Foundation. Alors, OAC aussi, on revoit très très souvent. Il y a de gros intérêts américains. Juifs, American Jewish World Service. Et puis, bon, ça nous renvoie finalement à la fondation Charles-Léopold Meyer, puisqu'ils sont partenaires, donc ils se citent les uns les autres. Hein. Voilà. Ils se subventionnent les uns les autres, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, on peut peut-être passer à
Transparency International. Ah oui. Alors, Transparency International France. Donc là, nous avons trouvé les informations financières. Donc les recettes, les dépenses. Et dans les recettes, les dons de plus de 15 000 euros, nous retrouvons la Fondation Charles-Léopold Meyer, à hauteur de 30 000 euros. Et puis nous retrouvons, moins de 5 000 euros, l'Open Society Initiative. Qui est Soros. Qui est Soros. Mais derrière, de toute façon, la Fondation Charles-Léopold Meyer, il y a Soros aussi. En creusant, de toute façon, il y a toujours Soros derrière. Très très souvent. Et alors, sur Transparency International, alors là, là on s'aperçoit qu'il y a des gouvernements. Donc, plusieurs ministères des Affaires étrangères. Royaume-Uni, Australie, Allemagne, Belgique, Canada, France, Finlande, Danemark, Estonie. Voilà. C'est pas mal. Et puis, l'Open Society Foundation revient. Voilà. Donc je crois que là, au niveau des financements, bon, c'est assez clair. Oui, en rappelant encore une fois que William Bourdon est avocat de Transparency International France. Voilà. Donc, il est intimement lié, je dirais, aux intérêts de Soros, de par le fait qu'ils reçoivent des financements de Soros, quoi. Oui. Directement, via Sherpa, via Transparency International. Oui, tout à fait. Et Transparency International France aussi. Les deux. Les deux. Donc ça, c'est au niveau financement. On peut peut-être, encore, pour se rapprocher encore plus de ce qui nous intéresse dans le moment présent, c'est peut-être passer le petit court extrait de ce que tu as évoqué de M. Plaquevent. Oui, tout à fait. Ça c'est un court extrait donc, de faits et documents donc, fait par Égalité et Réconciliation en janvier 2019. Voilà. Alors moi j'avais une question sur la France. Est-ce qu'il y a, je sais pas, parce que là on cite qu'il y a des bureaux dans plusieurs pays d'Europe, mais la France n'est pas citée. Alors est-ce que, par rapport à vos recherches, est-ce que vous avez des précisions un peu plus sur la France? C'est peut-être des personnalités plutôt, comme par exemple Jacques Attali, clairement, et qui aussi est un laudateur de Soros. Alain Minck se vante cette semaine dans Le Point d'avoir très bien connu Soros. On retrouve d'ailleurs Jacques Attali et Alain Minck, on en a parlé dans la première partie de l'émission, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, et avec des personnages qui étaient au cabinet d'Emmanuel Macron et qui, quelques semaines avant le lancement d'En Marche, sont partis rejoindre le Soros Fonds de Management. Et puis il y a ce socialiste-là qui a pensé toute la politique d'immigration du Parti Socialiste, Patrick Veil. Ah, Patrick Veil. Oui. Voilà, qui est cofondateur du média Street Press, qui lui est un des points de relais de Georges Soros, je dirais pas sur la partie financière comme Attali ou Minck, mais sur la partie sociétale. Oui, sociétale. Et il y a aussi des personnages comme par exemple, il y a récemment William Bourdon, l'avocat de l'ONG Sherpa. Qui s'est proposé d'ailleurs de défendre un des leaders des Gilets jaunes, Maxime Nicole, et William Bourdon, qui défend systématiquement, en vérité qu'il le veuille ou non, mais qui agit systématiquement contre les intérêts des entreprises françaises en Afrique pour le compte des Américains, en étant lié, étant l'avocat qui représente les intérêts de Soros. Pierre Péan avait fait une très belle enquête, je me rappelle, dessus. Oui, c'est ça. Et c'est ce que j'expliquais récemment une conférence auprès d'Égalité et Réconciliation en Ariège, où on me demandait par rapport aux risques, par rapport aux gilets jaunes. Je leur disais, le risque, c'est ce genre d'infiltration, c'est-à-dire des personnages qui vont essayer d'amener leur appui, mais qui peuvent être liés à ce type de réseau. Alors là, il me semble que c'est très intéressant. Oui. Ce que peut dire M. Plaquevent, c'est attention aux infiltrations par ce genre de personnages.
et notamment, donc là, il cite en l'occurrence Maxime Nicole, disons qu'apparemment il aurait été approché, etc. Bon, voilà, mais bon, voilà, rien de factuel, enfin juste, il a été approché, point. En grattant un petit peu, alors... Donc là, nous étions en janvier 2019. Absolument. Pour vous situer à peu près au niveau du temps calendaire. Oui. Donc, le mouvement des Gilets jaunes avait déjà démarré depuis 2 mois. Et là, donc, il semblerait que William Bourdon veuille un tout petit peu s'approcher, en tout cas, des figures de proue, en tout cas des leaders, et là, en l'occurrence, Maxime Nicole. Un événement est arrivé, c'était... c'était début janvier. C'était le 2 janvier, avec l'interpellation de monsieur Éric Drouet, ainsi qu'une trentaine d'autres personnes. Monsieur Éric Drouet ayant fait une vidéo sur son compte Facebook, peu de temps avant, en indiquant qu'il allait investir l'Élysée, enfin en tout cas qu'il allait faire une manifestation, enfin que voilà, il allait y avoir quelque chose. Il avait contacté les médias, et donc les forces de l'ordre sont arrivées, ils les ont nassés, ils les ont interpellés, contrôle d'identité, etc. Alors il y avait 2 avocats qui s'étaient mis un petit peu un pare-feu, Maître Deveul et Maître Libenskin. Absolument. On avait vu qu'eux, finalement. Oui, c'était la première fois en fait. Alors, première question, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Oui, tout à fait. Donc ils se sont fait nasser comme Éric Drouet et comme les 30 autres personnes. D'ailleurs, ils étaient en train de montrer, je me souviens de leur carte d'avocat en disant nous sommes avocats, nous sommes avocats. Ils disent non, vous restez là, vous restez là. Première fois que ces 2 avocats étaient médiatisés. Tout à fait. Et il y a eu donc Maître William Bourdon. Alors justement, je vais vous lire un court extrait du Monde. Voilà. Publié en tout cas le 10 janvier, mais qui relate les faits du 2. Donc, au moins 31 de ses sympathisants, dont des sympathisants de Éric Drouet, qui avaient été retenus plusieurs heures pour des contrôles d'identité et 2 autres placés en garde à vue, ont ainsi écrit à Jacques Toubon pour dénoncer une atteinte à la liberté d'aller et venir, destinée, selon eux, à bâillonner la contestation, selon le courrier de leurs avocats, Maître William Bourdon, Vincent Brengart et Céline Maucrane. Alors Vincent Brengart et Céline Maucrane, je vous montre. Oui, ils sont dans le cabinet d'avocats, tous les 3, donc déjà William Bourdon. Et voilà, ce sont des collaborateurs de Maître William Bourdon. Donc déjà, première infiltration. Bah oui. Où William Bourdon, alors je veux dire, ça aurait pu être monsieur Philippe Deveul ou Libenskin qui aurait pu saisir cette instance. Ouais, mais non. Ça a été Maître William Bourdon. Ouais. Et avec le raccord. Eh ben... Un avocat ne peut pas aller... Il faut qu'il soit mandaté. Il faut qu'il soit mandaté. Oui, tout à fait. Donc il y a eu l'accord de Éric Drouet, il y a eu l'accord de Philippe Deveul et l'accord de monsieur Libenskin. Ce qui représentait les 30 personnes. Les 2 avocats en faisant partie. Bon, première chose factuelle. Première chose factuelle. Deuxième chose factuelle. Donc ça, nous sommes... c'était le 2 janvier. Oui. Le 5 janvier, donc le samedi, ouais. Il y a eu donc, on va dire, une rixe entre le boxeur Christophe Détinger sur la passerelle, avec les forces de l'ordre. Donc, c'est pas la peine d'y revenir. Bon, je crois que tout le monde a vu la vidéo sur la passerelle, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est monsieur Maxime Nicole, alias Flyrider, ou Flyrider alias Maxime Nicole, fait une vidéo sur son compte Facebook ou YouTube, peu importe. Et je croit qu'on peut l'écouter. Alors cette vidéo, il l'a faite 2 jours après. Il l'a fait 2 jours après. Parce qu'au début, on ne connaissait pas l'identité de Christophe Détinger. C'est intervenu le lendemain ou le surlendemain. Enfin, voilà. Et donc là, en l'occurrence, Christophe Détinger avait été reconnu. Oui, interpellé. Et donc, il fait une longue vidéo. Donc là, on a pris juste la partie qui nous intéresse. Oui. On vous laisse écouter. Ensuite, je voudrais m'adresser à toi, cher ami boxeur. Je te dis ami parce que franchement, j'étais pas loin de toi quand ça s'est passé.
Pour l'information, on est passé sous le pont. Il y a une passerelle sous le pont. Et lui, quand je suis passé sous le pont, était au-dessus. Donc l'image que vous avez vue où il s'en prend un CRS qui tombe au sol, moi j'étais en dessous du pont à ce moment-là. Donc j'ai pas vu cette scène. Par contre, j'ai vu la scène quand je suis passé au-dessus du pont, parce qu'on a escaladé une partie du pont pour se retrouver au-dessus. Et j'ai vu la deuxième scène où il fait reculer les CRS. T'as défendu des gens, mec. T'as défendu des gens. Dont une femme qui était au sol et qui se faisait matraquer. Dont ta femme sûrement qui était pas loin, parce que je l'ai pas vue, je la connais pas. Mais t'as défendu des gens. Alors, comme tu le dis si bien sur ta vidéo, t'es pour le pacifisme. J'y suis aussi. Et t'as craqué. Moi je te le dis, franchement, pas craquer c'est difficile. Quand on voit la répression policière, c'est très difficile de rester de marbre. Et c'est très difficile de se dire qu'on doit laisser faire. Donc je suis comme toi. Je cautionne pas la violence. Mais franchement, t'as eu plus de couilles que la plupart des gens qui étaient sur place et qui ont regardé faire. Toi t'as pas laissé faire. Tu prendras cher sûrement. Et j'espère que des avocats, dont ceux qui me représentent par exemple, verront ça et prendront ta défense. J'invite le cabinet de William Bourdon à prendre contact avec toi si t'as pas déjà un avocat. Parce que ce que t'as fait, c'est de la légitime défense. Qu'est-ce qu'il dit? J'invite le cabinet William Bourdon. de William Bourdon à prendre contact avec toi. Alors c'est dans ce qu'il dit, parce que dit des avocats qui me représentent, et après il y a une césure, enfin en tout cas il y a 3 petits points de suspension, Ouais. et après il enchaîne sur j'invite. Ouais. Donc on peut pas dire que à ce moment-là, parce que là nous sommes nous sommes le 7 Oui, 7 janvier 2019. 7 janvier 2019, donc pour l'instant Juan Branco n'est pas encore son avocat. Absolument. Il l'a été le mois d'après. Absolument. Donc en l'état, est-ce que, c'est une question, hein, est-ce que à ce moment-là, le cabinet William Bourdon est l'avocat de Fly Rider, alias Fly Rider, Maxime Nicole Fly Rider, ou effectivement il est représenté, en tout cas il est représenté par des avocats qui ne sont pas forcément le cabinet d'avocat William Bourdon, mais en tout cas il invite le cabinet William Bourdon à prendre contact avec Christophe Détinger. Donc la question c'est comment a-t-il été mis en contact avec le cabinet William Bourdon? Est-ce que c'est via le fait qu'il a appris dans la presse, mais dans la presse, ça a été connu que le 10 janvier? Oui, donc au niveau des dates, ça correspond pas. Ça correspond pas. Comment il connaissait ce cabinet d'avocats? Voilà. Est-ce qu'il a été approché par ce cabinet d'avocats? En tout cas, il le cite. En tout cas, il vraisemblablement, dans ce qu'on a pu écouter dans Faits et Documents, où effectivement le journaliste d'égalité et réconciliation fait état en disant que Maxime Nicole aurait été approché par le cabinet d'avocat William Bourdon. Ouais. Et là, Fly Rider Maxime Nicole cite Oui. le cabinet d'avocat et propose en disant Christophe Détinger, si tu n'as pas d'avocat, je t'invite à prendre contact avec ce cabinet. Ça, c'est. Enfin, il l'a dit quoi, c'est factuel. C'est factuel. C'est pas des choses qui auraient été plus ou moins écrites sur un compte. Non, il le dit, tout le monde l'a entendu. Pour revenir à M. Bourdon, il a une cause qui lui tient à cœur, c'est la cause des lanceurs d'alerte. Tu vois. Donc, il soutient la maison des lanceurs d'alerte. Je vais montrer le site. Par le biais de Sherpa et de Transparency International, notamment. Donc c'est un soutien financier. Il y a 17 ONG qui soutiennent cette maison des lanceurs d'alerte, dont ces deux-là. Et il faut préciser aussi que M. William Bourdon a été l'avocat de Snowden. Alors là, je m'interroge sur Snowden, tu vois, quand même. Oui. Vu d'un quoi le gars trempouille. Oui. Bon. Je m'interroge. Cette maison des lanceurs d'alerte fait la promo d'un salon des livres et de l'alerte qui va avoir lieu prochainement. Oui, c'est le 5e en fait. C'est le 5e. Donc ça va avoir lieu du 22 au 24 novembre. Oui. Mais là, me semble-t-il, je suis allé un peu trop en avant. Parce que au niveau calendaire, il est
il a été publié quelque chose en juillet 2019 qui était assez intéressant. Très intéressant. Et là, c'est... Enfin, par rapport à l'approche, justement, de ce qu'évoquait M. Plaquevent, dans la dangerosité en termes d'instrumentalisation et de récupération via Maître William Bourdon, donc sous-entendu via les financements Soros, en tout cas l'influence, l'idéologie de Soros. Il y a une chose assez factuelle aussi, parce qu'on a été voir aussi par rapport à Éric Drouet, donc déjà il a pris contact avec lui, en tout cas il y a eu prise de contact en mois de janvier. Voilà. Ensuite il y a eu donc une cagnotte qui a été instaurée. Tout à fait. Je crois à partir du mois de mars, je crois que tu l'as... Alors, je ne me rappelle plus la date exacte de cette cagnotte, mais cette cagnotte a été fortement relayée et fortement connue. C'était la collecte de fonds pour les personnes blessées à l'occasion des manifestations. Et donc, l'intention était de reverser après ces fonds aux personnes qui avaient été blessées. Oui. Donc, il y a un peu plus de 150 000 € je crois, qui avaient été collectés. Oui. Et il y a eu là aussi plein de rebondissements par rapport à cette cagnotte. Il devait être créé une association, puis l'association n'avait pas été créée. Le problème, c'est que la cagnotte était au nom d'Éric Drouet, donc il y avait une impossibilité de faire passer ces fonds sur le compte d'une association. Alors ça, c'était les arguments pour justifier en fait une certaine lenteur, moi je trouvais. Oui. Et donc, il y a une association qui a été créée, qui s'appelle l'Agora de Lutèce. L'Agora de Lutèce, absolument. Et cette association, l'Agora de Lutèce, a fait un communiqué de presse le 1er juillet 2019. Oui, pour, entre guillemets, pour rassurer, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'inquiétaient et qui demandaient, des personnes qui soit étaient blessées et qui avaient besoin donc de fonds de roulement pour effectivement continuer, parce qu'entre les remboursements, etc., il y avait des difficultés financières, et donc aussi des personnes qui n'étaient pas blessées, mais qui se demandaient par rapport à des personnes qui avaient donné, et qui disaient que devient cet argent. Un besoin de transparence, des donateurs aussi. Donc là, ils ont fait effectivement un communiqué de presse en juillet. Tout à fait. Et là, la transparence, elle est belle, la transparence. Alors là, je me suis dit, c'est pas possible, mais si, ça l'est. Qu'est-ce que nous voyons sur ce communiqué de presse? Au niveau du contact presse, William Bourdon, Vincent Brengart, avocat de l'association l'Agora de Lutèce. Voilà. Donc on peut dire que William Bourdon, le cabinet en tout cas, William Bourdon et associés, et le cabinet d'avocats de cette association, et c'est eux qui gèrent les fonds. Oui. Et là, il y a eu une dernière vidéo de Éric Drouet, parce que c'est lui en l'occurrence qui a lancé la cagnotte, et qui est directement lié. Et donc, il y a beaucoup de questions. Et donc, là, dernièrement, il a fait une vidéo en octobre, en disant que pour l'instant, les fonds, c'est à cause de Bercy, si les fonds sont bloqués, etc. Bon, en tous les cas, William Bourdon, et encore une fois, là, c'est la deuxième fois qu'il est en contact avec M. Éric Drouet. C'est pas pour attaquer Éric Drouet directement. Non. C'est juste dans le sens de si Éric Drouet n'est pas au courant, de le mettre au courant. De le mettre au courant très rapidement. Oui. Donc c'est plus une invitation. Oui. Parce que effectivement, au regard de toutes les preuves que nous avons recueillies, de voir qu'effectivement William Bourdon, ce n'est pas un avocat lambda. Non, absolument pas. Et qu'il a effectivement une influence certaine et des liens très certains, plus que certains, avec Soros. Ah oui, là je crois que c'est... Sherpa, Transparency International. C'est démontré, quoi. Hein. Donc voilà, et puis pour Maxime Nicole aussi, bon là il a choisi Juan Branco qui lui... Alors je fais juste une petite digression par rapport à Juan Branco, où dernièrement donc il y avait un voyage en Angleterre, à Londres plus précisément, pour soutenir Julien Assange. Alors juste pour les personnes qui ne savent pas, Juan Branco n'est pas l'avocat de Julien Assange. Non. Ça c'est
c'est ce qui pourrait éventuellement être admis, mais pas du tout. Il est l'avocat de Wikileaks. Il est avocat juridique. Avocat juridique, donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Complètement différent. Et j'ai une amie qui y est allée. Et ce qu'elle a vu l'a un peu impressionnée, dans le sens où, quelque part, ils se sont octroyés et récupérés cet événement, alors que ça n'avait pas été organisé par eux. Oui. Donc, bon. Oui, puis après, il y aurait beaucoup à dire sur Julian Assange et de Wikileaks, mais ça sera sur un autre dossier éventuel. Mais juste pour rebondir sur ce vers quoi tu étais en train de parler par rapport au salon des livres et l'alerte, où cette année, il y aura un certain Philippe Pasco, qui était aussi présent au voyage avec Juan Branco et Maxime Nicole pour soutenir Julian Assange. Tout à fait. Donc là, j'ai la liste des intervenants qui seront présents à ce fameux salon des livres et de l'alerte. Et l'alerte, voilà. Alors, je ne doute pas que parmi eux, il y ait des gens vraiment investis. Bien sûr. Tu vois, qui dénoncent des choses. Bien sûr, j'ai parcouru un petit peu la liste des intervenants et c'est vrai que... Oui. Alors, qui nous retrouvons nous retrouvons François Boulot. Oui. Il sera présent. Et Priscilla Ludowski. Priscilla Ludowski. Le même jour. Ici, le même jour. Donc ils vont intervenir tous les deux en fait le vendredi. Oui, c'est sur, je crois le thème c'est sur la République, je crois. Oui, les gilets jaunes, lanceurs d'alerte, quelque part, ils partent là-dessus. Hein. On va aller voir, de toute façon. Il y a Denis Robert aussi, dis donc. Oui, Denis Robert, bien sûr. En termes de lanceurs d'alerte, c'est pas mal. Hein. Oui. Et Monsieur Pasco, alors comme c'est rangé par ordre alphabétique, vous le voyez peut-être, voilà, il est là, Philippe Pasco. Donc ils vont intervenir tous sur ce salon, mais qui on retrouve aussi? On retrouve William Bourdon. Oui. Parce que Monsieur William Bourdon s'affiche comme le défenseur des lanceurs d'alerte, et moi je me pose quand même une question qui est assez cruciale. Peut-on réellement défendre des lanceurs d'alerte quand on organise autant de contre-révolutions en Afrique? Et une question qui peut paraître choquante, sont-ils réellement des lanceurs d'alerte? Ça débouche vers ça, forcément. C'est une question tout à fait béotienne, mais qu'à un moment donné, la question peut se poser. Enfin, à un moment donné, il y a des figures emblématiques, donc Julian Assange, Snowden, Chelsea Manning. Chelsea Manning, il y a son fameux documentaire qui passera justement, qui va être diffusé, XY Chelsea. Ouais. Je l'ai regardé, ce documentaire, je veux dire, en dehors du fait qu'elle a beaucoup souffert, enfin il ou elle a beaucoup souffert dans sa prison parce qu'elle n'a pas eu des hormones féminines, à un moment donné, je ne comprends pas grand-chose. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Et la question c'est, à un moment donné, au lieu de projeter, parce que c'est l'histoire de projeter un peu le héros, oui. Le héros comme le gentil et le méchant, donc il faut des espèces de contre-feu, et là effectivement c'est le héros, mais le héros à un moment donné, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'être soi-même en alerte? Si. À mon sens, au lieu de projeter les lanceurs d'alerte en disant « Ah oui, mais ils ont dénoncé des choses, ils ont mis... » À un moment donné, en regardant bien, ces choses avaient déjà été dénoncées très longtemps avant, et il n'y a rien de faramineux. Surtout qu'à l'heure actuelle, je veux dire, quand il y a médiatisation, quand quelqu'un est mis en avant par le système, c'est toujours un coup foireux, quoi. Oui, c'est ça. Donc à un moment donné, sont-ils réellement des lanceurs d'alerte? Réellement? Moi, et pourquoi ont-ils été mis comme ça, avec leur statut, parce qu'ils ont un statut qui se balade? Oui, qui font le tour de l'Europe, voilà. 3 statues en bronze. À un moment donné, c'est... qu'est-ce que c'est que ça? Alors pour revenir à ce salon, oui. Ils se disent indépendants. Sauf que quand on fouille un petit peu, je veux dire, tout est affiché. Il n'y a même pas à gratter. Il n'y a pas à gratter, il y a juste à descendre la molette de la souris. Voilà,
pour beaucoup, c'est peut-être des faits un peu plus difficiles, mais il suffit de gratter. Je veux dire, à un moment donné, on gratte même pas et puis on voit tout ce qui ressort. Alors, un salon soi-disant indépendant qui est soutenu par Transparency International France. Oui, voilà. Qui est soutenu par la maison d'alerte, qui est elle-même soutenue par Transparency International France et Sherpa. Donc, c'est peut-être pour ça que M. William Bourdon est là aussi. Voilà, les Amis de la Terre. Les Amis de la Terre. C'est pareil. Alors, juste, la maison des lanceurs d'alerte, dont a été créée en octobre 2018. Au tout début du mouvement, dis donc. Un mois avant. Ah oui. Un mois avant. Alors, les Amis de la Terre... Et donc, la maison des lanceurs d'alerte a été créée donc, par 17 ONG. Voilà. On pourra aller faire un tour juste après. Donc, sur ces financements, nous avons les Amis de la Terre qui ressortent. Ça paraît tout mignon, comme ça, les Amis de la Terre. Ça paraît tout mignon, donc allons voir. Les Amis de la Terre. Et là, on s'aperçoit que les Amis de la Terre adhèrent à des réseaux associatifs, dont Banktrack. Oh, Banktrack. Alors, c'est un réseau d'organisations non gouvernementales, donc des ONG, d'accord. Alors, ça, c'est bon, ça. Et d'individus qui surveillent les opérations du secteur financier privé, donc les banques commerciales, investisseurs, compagnies d'assurance, fonds de pension. Donc, allons sur Banktrack pour voir ce que c'est. Oui, allons-y. Poum. Autant tout faire. Hein. Oh là là. Ah ouais, non, mais là... Bon. Alors, au niveau du financement, nous c'est avons toujours les mêmes. Hein. KR Fondation. Là, il y a les montants. Hein. Oui, en plus. 240 000 €. European Climate Foundation. Oui, eux, on voit très souvent. D'ailleurs, je fais juste une petite aparté. Donc, l'European Climate Foundation soutiennent Extinction Rebellion. Oui. Juste petite parenthèse, William Bourdon a défendu des membres d'Extinction Rebellion. Oui. William Bourdon a défendu les décrocheurs de tableaux. Absolument. C'est pour ça qu'ils sont sortis si vite de prison. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, juste une petite aparté aussi, European Climate Foundation soutient activement la Convention citoyenne. La Convention citoyenne à laquelle participe Priscilla Ludowski. Elle a participé. Alors, elle ne fait pas partie des 150 citoyens tirés au sort, mais fait partie de, apparemment, ces 150 autres youtubeurs, etc. Journalistes. Et donc, elle est intervenue samedi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dimanche, nous y sommes passés devant et ça nous a été confirmé par un agent qui nous a dit qu'elle était intervenue. Elle avait fait une intervention. On a regardé un petit peu la vidéo. Très intéressant. Très intéressant parce que dans son discours, elle soutient l'agenda 2030. Oui. Bah, déjà, dans ce qu'elle est en train de créer avec le lobby citoyen, je veux dire, ce qu'elle a pu émettre vendredi soir, par rapport... c'est l'agenda 2030. Et l'agenda 2030 est soutenu financièrement par Rockefeller. Et là, on retrouve la Rockefeller Brothers Foundation dans le soutien de Banktrack. Aïe, ça fait beaucoup quand même, pour des indépendants, je trouve. Hein. Oui. D'ailleurs, nous avons mis de côté beaucoup de documentation, justement, sur le dossier climat. Ah oui. Et donc là, c'est un gros dossier avec les villes résilientes, notamment. Oui. Les 100 villes résilientes. Dossier à venir. Gros dossier. Alors nous avons aussi comme financeur la Ligue des droits de l'homme. Oui, dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, regardons au niveau des financements. Alors là, on a trouvé les financements au niveau international. Alors, on se rend compte qu'il y a aussi des institutions internationales et nationales. Donc, on retrouve des ministères des Affaires étrangères de pas mal de pays. Finlande, Suède, Norvège, Europe, France, Pays-Bas, Allemagne, Canada et bien sûr des fondations privées. Hein. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? L'Open Society. Toujours elle. Donc, je trouve que pour un salon de livres indépendant, c'est pas si indépendant que ça. Voilà, donc encore une fois, nous c'est factuel. Donc, on essaye, on tente de ne pas mettre en accusation. On essaye, c'est pas toujours évident. Parce que maintenant, il y a tellement de preuves factuelles qu'à un moment donné, mais qu'est-ce que font ces gens-là ? Enfin, en l'occurrence, des personnes emblématiques comme Philippe Pascot, Priscilla Ludowski, François Boulot.
surtout Philippe Pasco qui vient d'écrire oui. un livre où il dénonce justement les ingérences, la finance, comment a été élu Macron. Enfin, je veux dire, bon, il a quand même écrit un livre, donc il s'est intéressé aux manigances, aux intérêts financiers. Et là, il se retrouve à... Et c'est pas la première fois, parce qu'il avait été aussi invité... il a été invité plusieurs années de suite. L'année dernière, ouais. pour la sortie de son livre. Il avait été aussi invité pour le lanceur d'alerte. Enfin, bon voilà, mais juste en disant attention Monsieur Pasco, où vous mettez les pieds. Enfin, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Attention Priscilla, attention François Boulot, je veux dire, en toute bienveillance. Oui. Si vous n'êtes pas au courant, regardez cette vidéo, comme ça il est encore temps de dire non, finalement on ne viendra pas. Attention au financement qu'il y a derrière. Voilà. Alors moi j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train, ces gens-là, donc par le biais de ces ONG, qui sont en train de nous préfabriquer, de nous modeler des lanceurs d'alerte pour qu'on croie un petit peu à la poupée qui tousse, tu vois. Oui. Et pour annihiler les vrais lanceurs d'alerte. Et ceux-là seront oubliés. Donc c'est du préfabriqué, quoi, du prêt-à-mâcher, du prêt-à-pincer. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Et puis c'est surtout détourner l'attention. Détourner l'attention aussi. Parce détourner l'attention. Ils sont très forts pour ça. Et les ONG, finalement, c'est leur façon de faire. Détourner l'attention pour créer un pare-feu, une contre-opposition. Oui. Ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Voilà. Alors donc là, les deux éléments factuels, donc par rapport à William Bourdon, en l'état, donc Éric Drouet, attention à toi, enfin attention, parce que en janvier, le cabinet William Bourdon t'a défendu et a défendu les trentaines d'autres personnes au niveau des défenseurs des droits. Ensuite, la cagnotte, via l'association L'Agora de Lutèce. Elle est gérée par le cabinet. Donc ça, c'est pour M. Éric Drouet. Et Priscilla Ludowski, intervenant à la Convention citoyenne, financier. Financé par Rockefeller. Et ensuite, Priscilla se retrouvant au salon des livres d'alerte. Et financé par Soros. Donc attention à vous, Priscilla et François Boulot. Et voilà. Donc, si vous ne savez pas, maintenant on vous met au courant. Voilà, donc après, vous ne pouvez pas dire nous ne savions pas. Oui. Donc là, il est encore temps, je veux dire, nous sommes en début de semaine. Ceux qui sont en contact directement avec soit Éric Drouet, soit Priscilla, autant leur transmettre toutes les informations. Flyrider aussi. Et Flyrider aussi, bien évidemment. Attention au cabinet William Bourdon. Voilà. Mais là, en l'état, donc là, le salon, c'est ce week-end. C'est ce week-end, 22, 23, 24 novembre. Voilà, donc c'est vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Là, aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, il reste encore 3-4 jours pour que, éventuellement, peut-être Priscilla et François Boulot et Philippe Pasco décident de ne pas intervenir. Soient mis au courant, en tout cas. Oui, tout à fait. Et comme ça, nous ne pourrons pas dire on n'était pas au courant. Voilà, là, ils le sont. Donc, transmettez-leur cette vidéo, comme ça, ils savent que là où ils vont, c'est financé par Soros. Absolument. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Peut-être éventuellement faire un tout petit tour sur la maison des lanceurs d'alerte. Absolument, j'y reviens. Voilà, pour conclure. Hop. Donc, maison des lanceurs d'alerte. Donc, qui a été créée en octobre 2018. Absolument. Donc là, j'avais vu quelque chose, j'espère que je vais arriver à le retrouver. La construction de la maison des lanceurs d'alerte était initialement portée par Sciences Citoyennes et Transparency France à l'aide d'un financement de la Fondation Charles-Léopold Meyer. Donc là, on a les deux. On a les deux. Donc encore une fois, de toute façon, à un moment donné, c'est toujours Transparency International ou Transparency International France, en l'occurrence, donc l'avocat William Bourdon et la seconde, Léopold. Donc là, encore une fois, on peut dire clairement que ce sont les fonds Soros qui permettent ça, quoi. Voilà. Ok. Et je crois qu'il y a peut-être le détail, je crois. Alors, oui, effectivement, il y a le détail. Il faut que j'arrive à le trouver. Je crois que c'est sur fondateur. Tac. Et là, nous avons voilà, les 17 associations et syndicats qui fondent cette maison des lanceurs d'alerte. Donc, nous retrouvons Sherpa, nous retrouvons Transparency International France. Voilà, c'est marqué... bleu sur gris. Voilà. Donc attention à la maison lanceur d'alerte, attention aux lanceurs d'alerte. Il y a Greenpeace aussi. Oui, Greenpeace qu'on retrouve aussi avec Al Gore, avec...
Enfin, à un moment donné, il n'y a plus qu'à se baisser. C'est un petit milieu, hein, finalement, le milieu de l'Open Society. Bah, à un moment donné, c'est toujours les mêmes. Donc, si c'est pas l'Open Society Foundation, c'est l'Open Society. Je sais plus comment s'appelle l'autre terme. Initiative, non? Oui, initiative, tout à fait, initiative. Oui. Rockefeller, c'est pareil, c'est Rockefeller Foundation Brothers et compagnie. Ouais. Là, c'est Transparency International France. Enfin, c'est toujours les mêmes. C'est vrai. Le maillage est toujours le même, de toute façon. Oui. C'est vrai. On les retrouve toujours. On retrouve toujours les mêmes. Donc après, c'est facile, il n'y a plus qu'à tirer sur un fil. Et après, toute la pelote, elle vient en même temps. Bon. D'accord. Eh bien... voilà pour William Bourdon, en tout cas. Voilà, je crois que on a bien exposé qui était le personnage et qui le finançait et pour quelle cause il agissait. Oui, et surtout, encore une fois, attention. Attention, mais attention, vraiment, soyez vigilants. Enfin, tous ceux qui ont éventuellement une influence concernant les gilets jaunes, mais pas que les gilets jaunes. Mais attention, déjà au financement, ça c'est la base. Oui, toujours chercher le financement. Toujours chercher le financement. Qui finance quoi et pourquoi? Oui, tout à fait. Et ça profite à qui? Et qu'à un moment donné, d'aller dans un stand, d'aller dans une réunion, nombre de personnes qui se sont fait, comment dirais-je, mettre au pilori parce qu'ils ont participé à une conférence qui était financée. Je veux dire, je me souviens de Tariq Ramadan, je me souviens de beaucoup de personnes qui ont osé et puis qui, en toute bonne foi, ne savaient pas et qui, quelques semaines plus tard, regardez, il a fait une conférence c'était financé par ceci, par ce. Là, ils le savent. Donc là, c'est 3 jours avant, je veux dire, à un moment donné, si Philippe Pasco, Précy Ludowski et François Boulot vont à ce type de choses, ils savent très bien, je veux dire... ils vont savoir à quoi ils s'exposent. Là, ils le savent. Je veux dire, c'est pas la peine de dire après, on savait pas. Là, ils le savent. Donc, ok. À bon entendeur... Salut. Salut.